You know, these days when you hear words like the bad boy curse, what do you make of that? La malédiction de Bad Boy Records. C'est quoi être véritablement maudit? Nous sommes devant le parking d'un club et là il y a 4 jeunes hommes qui frappent à la porte du club. Ils sont impatients, ils sont accompagnés de producteurs Tim and Bob qui à l'époque sont de gros producteurs des années 90 parce que nous sommes effectivement au milieu des années 90. Ces 4 garçons sont comme ça devant le club et ils attendent leur chance. Ils sont tremblants et ça fait plusieurs années qu'ils chantent ensemble et c'est un groupe un peu atypique. Il y a Daron, il y a Queen, il y a Michael, il y a Slim et il y a Aldon. Ils sont 5, ils se sont connus à l'école, ils ont commencé à chanter alors qu'ils n'étaient pas tout à fait dans les mêmes classes parce qu'ils sont tous mineurs et certains d'entre eux étaient au collège pendant que certains entraient au lycée et ils faisaient un groupe un peu atypique parce que souvent vous savez qu'au lycée on n'aime pas trop traîner avec les petits du collège. Eux, ils ont formé ce groupe là qu'ils ont appelé Forte et ils ont commencé à se faire repérer. Ils sont tous de très très bons chanteurs et Aldon est particulier parce qu'il a une super voix grave. En tout cas les Tim and Bob croient de fou en eux et devant ce club ils sont tremblants parce que ce sont des jeunes hommes. Ils attendent la personne qui est censée changer leur vie. Là vous êtes en train de me dire pendant que vous vous abonnez à la chaîne oui mais Stevie c'est bon qu'ils entrent dans le club pour qu'on sache qui est cette personne là. Et c'est là que je sais que vous ne suivez pas bien la vidéo parce qu'ils peuvent pas entrer dans le club, ils sont mineurs. C'est pour ça qu'ils attendent dehors et que finalement donc Puff Daddy sort du club et il n'est pas seul. Il sort du club, il y a Usher, il y a Fate Evans, les gros noms de Bad Boy Records sortent du club et finissent par donner leur chance à ces garçons là. Ils leur disent chantez. Puff Daddy écoute, tout le monde est émerveillé et lui il dit moi j'aime pas hein. Usher lui dit non frère, il y a quelque chose là. Il dit franchement, vous êtes sûr? Il recommençait. Et Fate Evans sort de la voiture quand il rechante et elle dit si tu ne les signes pas, je te jure, tu vas le regretter. Didi, même toi? Elle dit oui, même moi, je kiffe. Et c'est comme ça que Didi se dit, un peu hésitant, que bon, je vais les prendre. Et comme je vous ai rencontré ce soir à Atlanta, devant ce club, vous n'allez plus jamais vous appeler Forte, qui était leur nom de base. Vous allez vous appeler 112, parce que c'était le nom du club. Suivez un peu. T'imprimes, et tu dégages. Allez hop. Fate Evans avait vu juste. Usher aussi avait vu juste. Et Dee s'en rend très vite compte parce qu'il fait entrer ses petits ados, parce qu'effectivement ce sont des ados, aucun de n'est majeur, en studio et très rapidement, il voit que chacun d'eux a des qualités. Déjà, ils savent écrire des chansons. Daron Jones est déjà celui qui s'émancipe le plus parce que il commence à produire des chansons. Et en fait, Didi est fasciné par ça. Mais il est un peu en retrait jusqu'au jour où il finit par leur dire « En fait, il y a un truc dans votre groupe, c'est que vous êtes tous de trop bons chanteurs. » Et c'est vrai, peut-être que certains qui connaissent bien la formation ne s'en sont jamais rendus compte, mais ils sont de très bons chanteurs et ils sont tous très différents. C'est-à-dire que Mike est très sirupeux. Daron a quelque chose de très grave dans la voix. Queen, que tout le monde aujourd'hui appelle Q, est plus filé. Et à la base, donc, il y a un 4e garçon qui s'appelle Aldon, qui a une voix super grave, et qui lui décide de quitter la formation. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer, et en tout cas, lui, il part. Mais Didi est embêté parce qu'il se dit, tout le monde me dit que c'est génial, mais j'arrive pas à savoir comment marketer ça. Parce qu'ils sont très bons, mais il faut que je trouve le truc qui va les différencier. Et il cherche pendant des jours. Et un jour, il arrive, et finalement, il leur dit, en fait, je sais. Le truc qui va vous différencier, c'est lui. Et il pointe un des membres du groupe. Et le membre du groupe, c'est celui qu'on va appeler Slim. Quand il le pointe, tous les autres le regardent en se disant, mais pourquoi? Il va comprendre quelque chose de très fort. Il va se dire, en fait, c'est lui qui a la voix la plus reconnaissable de vous tous. Vous tous, vous savez super bien chanter, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, lui, quand on l'entend, il a un timbre tellement reconnaissable qu'on retient toujours sa voix. Cette espèce de voix un peu cristalline, un peu légèrement aiguë. En fait, ce sera ça la marque de fabrique de 112. On va vous reconnaître, pas par rapport au fait que vous soyez un groupe génial en harmonie, même si vous l'êtes. On va vous reconnaître parce que vous allez avoir un chanteur, lead singer, avec une voix totalement différente de tous les autres chanteurs. C'est comme ça que le public va s'imprégner de vous. Et c'est exactement comme ça donc que 112 va être structuré comme une pyramide. C'est-à-dire que 112, c'est un lead singer Slim, 4 très bons chanteurs qui harmonisent derrière lui et qui en fait pour la plupart des chansons écrivent les chansons. C'est vraiment de vrais talents, mais en fait à la dernière minute on décide que celui qui va porter les chansons va le faire, et ce sera donc l'idée de génie de 112,
parce que sa voix est super différente et que par ce biais-là, le public va les reconnaître et ils vont avoir leur argument de différenciation. Et ça va donc commencer avec le single Only You. Only You est une magnifique chanson qui les fait découvrir au public et elle va encore prendre plus d'ampleur avec le remix avec Notorious B.I.G. Et franchement pour moi c'est un titre iconique. Rien que dans la manière dont il est structuré, nous sommes en 96 et aujourd'hui je sais que le mariage entre le R&B et le hip-hop est totalement acquis, mais la manière dont c'est structuré pour moi rappelle que Diddy fait partie des personnes qui ont vraiment établi les bases de comment on écoute la musique aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis quoi que ce soit comme crime. J'explique juste que c'est de là que vient son statut de grand DA. Et écoutez comment Slim pose. Slim, c'est un ado. C'est pas quelqu'un d'incroyable. Le fait que Diddy le fasse poser comme ça rend le truc super moderne. Pour l'époque, à l'époque, c'est pas évident ce mariage si naturel qui naît entre le R&B et le hip-hop chez Bad Boy Records et que va incarner à ce moment précis sur ce titre-là les 112 et donc Slim. Ils deviennent à ce moment-là le groupe R&B de Bad Boy Records et donc enchaînent ce qu'ils vont appeler eux-mêmes la chance. Parce qu'à l'époque, c'est une chance de fou de commencer à avoir des tubes comme ça avec Diddy. Ils vont avoir à la suite une chanson qui va devenir l'un de leurs marqueurs, à savoir Cupid, qui est une ballade romantique et qui, encore une fois, va imprégner le timbre de Slim chez le public et leur donner leur premier disque, le platine. Le succès est présent, ils font désormais partie de cette famille et en plus il y a la tragédie, Notorious meurt assassiné, le label est touché, les amis sont touchés, la famille est touchée et la chanson pour lui rendre hommage est donc portée par Diddy, Faith Evans et les 112, les petits du label qui sont dans les chœurs. Ils vont d'ailleurs raconter à plusieurs reprises que l'enregistrement fut extrêmement dur, tout le monde était assis, ils ont tous beaucoup pleuré, ils se sont beaucoup soutenus pour en arriver là. C'était des moments d'intense émotion dans la portée vers le succès. De fait, en 98, Diddy enchaîne sur le second album de 112 qui va donc s'appeler Room 112. Sur ce second album, on reste dans un univers très Bad Boy Records parce que c'est mais sur le premier single, encore une fois, La Famille qui s'appelle donc Love Me, un titre plutôt up-tempo. Sur le second single, c'est une de mes chansons préférées de la formation qui s'appelle Anywhere et c'est intéressant parce que c'est Daron qui l'apporte. Et Daron, encore une fois, montre une appétence à écrire de plus en plus de chansons, à produire lui-même certains titres. C'est un chanteur, un parolier, un producteur, et il est peut-être sur cette base-là un peu meilleur que les autres, même s'ils touchent le son. Et donc, du coup, Anywhere est un second tube pour eux. Et les deux chansons là vont porter l'album. Il va y avoir deux autres singles, notamment Your Letter, que j'aime beaucoup. Mais ces deux chansons-là vont réussir à porter l'album et leur donner un troisième disque de platine dans la famille. Et ils cimentent donc leur place en tant que groupe R&B qui enchaîne aussi une rivalité avec un autre groupe R&B de l'époque qui s'appelle Jack and Age. Jack and Age, c'est un peu le groupe R&B de So So Def et donc de Jermaine Dupri qui ont plus ou moins le même âge, ils sont plus ou moins dans le même créneau. Les Jack and Age sont portés vocalement par deux frères jumeaux et à la base, en fait, c'était un faux bif, c'est-à-dire que Diddy avait pensé à faire un faux bif lors d'un concert qui réunissait les deux formations pour que ça fasse parler, ça fasse venir du monde. C'était une idée de Diddy à la base. Et un des membres de Jack and Age a répondu dans une interview qu'il trouvait qu'effectivement, ils étaient meilleurs que les 112. Ça a lancé comme ça d'un coup un bif qui a duré quasiment 15 ans parce que ce qui était censé être faux est devenu une sorte de réalité. Dans cette mini-guerre qui s'amorçait, que Diddy a appelée à la base de ses vœux et qui devient un peu trop réelle, la famille Bad Boy Records se range en arme de guerre derrière les 112. Toutefois, il y a quand même un petit couac. C'est-à-dire que les garçons de 112 là, ils commencent à faire les petits comptes, ils voient les vestes Gucci, ils voient les clips et tout. Après, ils se disent, mais en fait, quand on fait les comptes, on fait bien nos comptes. On n'a pas grand-chose, on fait les premières parties de Janet Jackson, de gros artistes, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Ils vont voir leur contrat, ils vont se rendre compte qu'effectivement leur contrat était absolument pourri. Ils avaient signé leur contrat en tant que cadeau. Les parents étaient trop contents de leur faire signer les contrats, et en plus ils ont pas des ados qui sont pas talentueux. Eux, ils écrivent leurs chansons, ils coproduisent pas mal de titres, mais ils arrivent bien à se rendre compte à la fin de la décennie des années 90 que finalement dans la famille Bad Boy Records,
on a beau rire, se battre ensemble, mais certains ont quand même malgré tout des plats un peu plus gros que les autres. Un coup de feu qui retentit, c'est presque un assassin qui surgit. En 99, il y a un événement qui va marquer la vie de P. Diddy que vous connaissez très bien. La fameuse fusillade, Jennifer Lopez est présente, Shyne est présente. Il tire apparemment sur une jeune femme, c'est Shyne qui prendra pour lui. Mais en tout cas, pendant cette année-là, c'était un gros scandale médiatique. Et Diddy est obligé donc tout le temps d'aller au procès, de suivre son dossier, d'être au four et au moulin. Le problème, c'est que Diddy, c'est la tête pensante de tout le label. C'est le grand DA. Chaque personne qui pose dans Bad Boy Records, chaque projet qui est structuré, c'est dans sa tête que ça se passe. La manière dont tu souffles, la manière dont tu runs, la manière dont tu fais c'est Diddy qui te dit comment tu fais. Donc partant de là, c'est un peu embêtant pour les artistes de Bad Boy Records dans cette période-là. En même temps, certains se disent ça peut nous laisser un peu plus de liberté. C'est le cas des 112. Vu que Diddy est moins présent, eux ils commencent à enregistrer ce troisième album qui va s'appeler Part 3 et ils ont plus de liberté dans un premier temps. C'est-à-dire que ils écrivent beaucoup plus encore sur cette chanson-là. Darren Jones produit plus de titres. C'est d'ailleurs lui qui va produire le premier single It's Over Now. Et il y a quelque chose de fatidique dans l'enregistrement de cet album-là. Quand ils viennent avec des chansons auprès de Diddy, Diddy écoute et tout, et il leur dit... Le football, il a changé. Non, dans les années 2000, le son a changé, on ne peut plus faire du R&B comme avant et tout. Et finalement, il faut avoir la vision de savoir vers où on va. Est-ce que vous allez être un groupe de R&B des années 90, rester dans cette période-là et l'incarner dans les 2000? Ou alors, est-ce que vous allez avoir la capacité de vous adapter au son des années 2000 et finalement de l'incarner et de suivre les différentes tendances? À la base, en fait, les garçons ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Eux, ils savent qu'ils savent faire de bonnes chansons. Et c'est Diddy qui va trancher en leur disant, en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est suivre les tendances. Vous allez être le groupe des années 2000 qui va pouvoir s'insérer et incarner les tendances. Pourquoi? Parce que vous avez la voix de Slim. La voix de Slim va vous permettre de faire en sorte que même si vous incarnez les tendances, vos fans vont vous reconnaître à travers cette identité vocale très particulière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils décident de leur faire cette chanson, parce que c'est Diddy qui vient vers la fin de l'enregistrement, leur donner l'idée de structurer ce titre qui sera Peaches and Cream. Peaches and Cream, c'est un titre R&B avec des tendances un peu électro et pop, produit par Diddy, mais je pense surtout par Mario Winans. Mais en tout cas, l'idée de faire cette chanson-là qui sort un peu de leur écosystème vient de P. Diddy. It's the D, the I, the D, the D. It came straight from Slim, bro. It came straight from Slim singing the S, the L, the I, the L. That shit was the funniest shit. I said, Slim, didn't I tell you? I said, that man's gonna get you, bro. He's gonna get you. And he was like, what you talking about? I said, listen to this shit right here. It's the D, the I, the D, the D. He got him. He got him, bro. He got him. Et va leur permettre de toucher un très large public. Je pense que beaucoup des personnes qui se retrouvent dans cette vidéo ont peut-être oublié les 112, mais les ont peut-être découverts avec cette chanson-là. Paradoxalement, c'était leur troisième album, mais ils vont exploser à l'international avec Peaches and Cream. Parce que le titre est fun, la chorégraphie est marrante, le texte est plutôt léger, Diddy sera sur le remix. Et donc effectivement le pari est réussi, ça devient leur plus gros succès à l'international, ils restent au moins cadrés dans ce groupe de R&B des années 90, sur le troisième single, ils vont sur une autre chanson qui s'appelle Dance With Me. Et donc l'album Part 3 est leur plus gros succès. Ils font plus de 2 millions d'exemplaires vendus, c'est vraiment super bien pour eux. Mais le problème de base reste le même, à savoir, comme dirait Cardi B, les gars sont au troisième album. Ils disent alors, mentor, frère, c'est vrai que tu fais tout pour nous, machin, mais est-ce qu'on peut... Là, dire que non, c'est comme ça. Vous vous rappelez de ce que vous aviez signé sur le parking du club 112 là? Oui, bah, c'est tout ce que j'ai gardé, hein. Je vois pas comment je peux faire mieux pour vous. Et donc, ils sont partagés. Ils sont partagés entre l'admiration qu'ils ont pour ce gars qui leur apprend les choses, qui leur a appris le business, finalement, l'oreille musicale, et finalement, l'envie de liberté. Et ils vont décider à ce moment-là de se séparer, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, de Bad Boy Records, c'est-à-dire de l'empreinte. Mais c'est aussi une séparation difficile parce que le public les voit comme les bébés de Bad Boy Records. Le public sait que c'est la famille, tout. Donc il faut faire les choses bien. À l'époque, ils doivent passer chez Def Jam. Et il y a toute une dramaturgie qui est marrante après coup,
qui est mise en place pour expliquer ce passage. C'est-à-dire que les 112 doivent aller chez Def Jam, mais en même temps, il faut pas que Diddy soit frustré. Donc, on explique que non, c'est une rupture amicale. En plus, Diddy a les droits des chansons des 3 premiers albums. Donc, Def Jam s'agenouille devant Diddy. Leonard Cohen fait de grandes phrases pour dire à quel point Diddy est un espèce de génie. Voilà, voilà. Il y a même des photos dans les magazines, ça je m'en souviens. Des 112 qui sont sur la véranda de Diddy. Et en fait, on les voit en train d'enregistrer l'album. L'album qui ne sera pas produit chez Bad Boy Records, en fait. C'est-à-dire qu'on met en scène le fait que c'est Diddy qui a quand même approuvé, il a écouté l'album avant que ça ne sorte et tout. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc pour qu'ils partent de chez Bad Boy, mais qu'ils gardent quand même le lien physique de la personne qui les a, entre parenthèses, créés pour le public. Et donc, finalement, 2 ans après tout ce storytelling, l'album arrive, il s'appelle Hot and Wet. Il est lancé par le premier single, Nanana, avec Supercat. Et encore une fois, on voit que ils s'insèrent dans ce qu'on leur avait dit, en fait. C'est-à-dire que maintenant, ils vont suivre les tendances. Supercat revient, pourquoi? Parce que Sean Paul, vous vous rappelez, nous sommes en 2003, est en train de cartonner. Donc, du coup, eux, ils rappellent aussi, ce sont un peu raga sur leur premier single. Ça va être un flop monumental, flop d'autant plus monumental qu'effectivement, ils nous avaient expliqué, ils avaient tout fait pour que ce soit le mieux accueilli possible, mais en fait, la chanson ne va juste pas prendre. D'autant plus que Def Jam va faire beaucoup diffuser le clip à l'époque et ils vont jamais rentrer dans leur fond. Sur le second single, on va appeler Ludacris qui cartonnait à l'époque et pareil, flop total. Et cette première sortie de route de Bad Boy Records est une douche froide pour eux et une confirmation pour Diddy. Parce que Diddy se dit finalement, regardez, ils sont pas avec moi, bah l'album est un échec commercial, ils font même pas 200 000 ventes. Les tournées vont bien moins se vendre, ils auront moins bonne presse, ils auraient mieux fait de rester avec moi, de vendre plus de disques et de continuer à me laisser prendre ma part de revenus. Ils ont choisi leur vie et regardez comment ça se passe mal. C'est un gros choc pour eux, surtout que leurs rivaux, Jack et Rage, qui sont eux restés sur le son contraire, à savoir un son beaucoup plus classique R&B, cartonne avec Work Out of Heaven. Non, ne fais pas une blague aussi. Cartonne avec la balade Walk Out of Heaven. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à dire « Ah, la malédiction de Bad Boy Records les a touchés. Ils se sont fait la petite sortie de piste comme les autres. Et directement, le public ne les veut plus. Ça ne marche plus pour eux. » Mais les 112 ne vont pas abandonner tout de suite. Ils vont retourner en studio. 2 ans après, ils vont sortir un album qui s'appelle Pleasure and Pain. L'album sera lancé par le single qui est une incroyable chanson qui s'appelle You Already Know, produit par Sean Garrett à l'époque. Il y a un remix de Foxy Brown qui était encore quelqu'un à cette époque-là et ça prend. Les radios R&B les soutiennent, c'est encore chez Def Jam. Et donc, alors que d'habitude c'était une pente descendante pour les artistes qui sortaient de chez Diddy, eux ils ont la pente qui remonte. D'un coup, le public aime la chanson. Il y a un second single qui est une chanson absolument incroyable. La prestation vocale de Steam sur cette chanson me bute. Ça s'appelle What If. Et là, ils font un truc extraordinaire, ils conjurent le sort. C'est le retour des 112 qui ont vaincu la malédiction de Bad Boy Records, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de Bad Boy et ils ont un disque de platine. C'est en plus, si vous faites le calcul, la première fois en 10 ans de carrière, en 10 ans de succès, qu'ils ont un album sous un contrat où ils gagnent très bien, c'est-à-dire qu'un contrat qui les avantage, ils ont un gros succès, ils peuvent faire une tournée qui marche plutôt bien. Et les gens se disent là, à partir de là, que c'est peut-être les artistes qui vont montrer qu'effectivement on peut partir de Bad Boy et avoir une carrière pérenne dans le game, enchaîner et boum! Alors qu'à partir de 2006, les fans attendent de la suite après le succès de Pleasure and Pain. Et sachant que Daron Jones, le producteur du groupe, a produit pour Keisha Cole, pour Chris Brown, il a fait des tubes pour plusieurs artistes R&B mainstream. Donc en fait, ils sont installés maintenant. On se dit, oh, il n'y a plus qu'à continuer à pousser plus fortement la machine. Et c'est là qu'on apprend, les 112 se sont séparés. On en revient toujours à la base. Le groupe va à partir de ce moment-là être séparé en deux. Mike et Slim vont accuser Q et Daron
d'avoir volé l'argent. Ils vont estimer que certains royalties qui étaient arrivés quelque part et tout ont été volés par l'un des deux. Ils vont pas dire directement qui c'était, mais en tout cas, ils vont balancer ça dans la presse, estimant qu'effectivement la relation de confiance avait été trahie. Il va commencer à y avoir ce qu'il n'y avait jamais eu avec les 112, à savoir des échafaudés dans la presse où les uns envoyaient des flèches aux autres, et en général, c'est toujours Slim et Mike qui envoient des flèches à Q et à Daron qui ne répondent pas. Et après, progressivement, chacun va commencer à se lancer dans sa carrière solo. Tous vont sortir des petits projets solo, notamment Mike. Et c'est finalement Slim qui était le plus en vogue, qui va sortir son premier album en 2008 qui s'appelait Love's Crazy. Et il va avoir, lui, de façon assez naturelle, d'ailleurs, j'ai trouvé que le fait que Slim marche un peu avec son premier album et avec les premiers succès montrait qu'il y avait une appétence sur 112 parce que c'était lui la voix de 112. Donc en fait, quand il arrive un peu seul et que ses deux premiers singles marchent, ça montre qu'il y avait un public encore derrière le groupe. Mais malheureusement, il n'y avait pas non plus une appétence derrière juste Slim seul. C'est pour ça que même si les singles marchent, en fait, l'album flop. Et à partir de là, ça va devenir un long soap opéra. Pendant que leurs rivaux, entre parenthèses, Jack et Edge vont rester très stables et enchaîner les projets, en fait, les 112 vont avoir des ruptures toutes les 2 années, à savoir que l'un part, l'autre revient, l'un part, l'autre revient. 2008, 2009, 2010, 2011, ça va être ça tout le temps. Ils vont jamais pouvoir se structurer. Jusqu'en 2017, par miracle, en 2017, ils signent un contrat sur un label indépendant et ils annoncent un album de retour. En plus, c'est super intéressant parce que l'album de retour de 112 montre que c'est vraiment un groupe qui s'adapte à son époque. C'est-à-dire que c'est du R&B de 2017, souvent un peu auto-tuné. D'ailleurs, au premier single, j'étais un peu surpris. Mais il garde vraiment cette formule de se dire c'est Slim le lead singer. Et en fait, on est derrière lui pour un R&B qui s'adapte à l'ère du temps. Malheureusement, vous l'aurez compris, les fans ont attendu pendant 12 ans, dont l'album sera un échec commercial, même si effectivement il va garder les codes de Bad Boy Records, à savoir que l'interlude de Fat Evans, pour ceux qui connaissent ce Bad Boy, une interlude de Fat Evans, c'est comme si c'était gravé dans la roche. Et ils vont justement avoir un duo avec les Jack et Edge comme la réconciliation. Et je pense que le duo qui était très attendu dans les années 2000 arrive beaucoup trop tard, mais c'était une belle chanson. Ce qu'ils avaient réussi à faire en 2005, en conjurant plus ou moins le sort, en fait ne se refait pas en 2017, 12 ans passés. Et on aurait pu se dire, au moins ils vont faire une tournée. Sauf que dès le moment où ils veulent lancer la tournée, on a l'apparition de quelque chose d'incroyable, les 56. Rebelote, ils se refissurent, Slim et Mike sont d'un côté, Q et Daron sont de l'autre. Mieux encore, cette fois-ci, ils se disputent les droits pour pouvoir partir en tournée. C'est-à-dire qu'à la base, les deux 56 vont en tournée chacun de leur côté, mais ils se rendent bien compte que les fans ne savent pas où aller. Si tu veux voir les 112 et que 2 membres font un concert là-bas, 2 autres membres font un concert là-bas, ça donne 2 messages dissonants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont devant les tribunaux pour savoir lequel des deux 56 est le vrai 112. Finalement, c'est Slim et Mike qui vont gagner devant les tribunaux et c'est donc eux qui vont embaucher 2 espèces de, je sais pas comment on peut les appeler, des plantons pour remplacer les autres sur scène. Et ils vont poster des affiches sur les pages de 112, sur les réseaux sociaux de 112. Ça va faire beaucoup de buzz à l'époque avec des plantons là, deux mecs un peu bizarres qui chantent pas pour pouvoir remplacer les membres originaux de la formation qui eux sont exclus et n'ont plus le droit. Et là, c'est encore plus triste sachant que c'est les gens qui se connaissent depuis qu'ils ont 10, 12 ans, en fait, ils ont plus le droit, Q et Daron, d'utiliser le nom 112. Ils peuvent performer, mais ils peuvent plus dire qu'ils viennent des 112. Ça a été tellement grave que lors du confinement, il y a eu l'organisation du versus entre 112 contre les Jack et Edge. C'est-à-dire que les deux groupes phares du R&B s'affrontent tube contre tube. Mike et Slim sont venus et Daron et Q se sont excusés auprès des fans sur les réseaux sociaux en disant que tant qu'ils ne peuvent pas utiliser le nom 112 et sachant qu'ils sont en bataille juridique pour pouvoir le récupérer, tout ce qui touche au 112, ça ne les intéresse plus. Dans les histoires de la malédiction de Bad Boy Records, je trouve toujours que l'histoire des 112 est spéciale, vu que c'est quasiment les seuls qui ont un gros succès après Diddy. Et souvent, du coup, on leur a posé la question de savoir, mais du coup, pour vous, la malédiction de Bad Boy Records, c'est quoi? Et c'était intéressant de voir Slim dire que, pour moi, il n'y a pas de malédiction Bad Boy Records, parce que factuellement, c'est Diddy qui nous a tout donné. Après, il faut savoir qu'il le dit avant les affaires, mais il dit, c'est Diddy qui a fait en sorte que je sois le lead singer. Tous nos gros succès sont chez Bad Boy, donc du coup, comment on pourrait dire qu'on est victime de la malédiction de Bad Boy Records? You know, these days, when you hear words like the bad boy curse, what do you make of that phrase? It's comical because we didn't have any, we didn't
we didn't have a fail at all in our career. Like when I hear the Bad Boy Curse, I mean, which part of the career of albums are you gonna say was a curse? Was it which now, you know what I mean? The third album is more than platinum now. I mean, you got multi-platinum singles, multi-platinum albums on a label that's supposed to be a curse. Well, we didn't experience that, so I don't get that one. Dans le même temps, dans le prisme de la malédiction, on les inclut souvent parce qu'effectivement, on dit qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent et que quand ils sont sortis, ils ont commencé à flopper. Mais justement, eux, ce sont les seuls qui auraient pu continuer à avoir une sorte de pérennité s'il n'y avait pas eu la rupture entre eux. Et je trouve que c'est symptomatique des histoires de Diddy et de ses artistes. Ça ressemble par exemple à Danny Chicken. Quand ils sont chez Bad Boy, ils disent toujours que Diddy nous a fait, Diddy nous a pas fait. Encore une fois, je ne parle pas d'agression, on parle de droit spolié, ce qui est grave aussi, mais je ne parle pas d'agression ou de V. Mais souvent, ces artistes-là vont vous dire, quand on est chez Diddy, c'est dur. Mais le moment où on les connaît, où on les apprécie en général le plus, c'est quand ils sont chez Diddy. Paradoxalement, dès qu'ils sortent de chez Diddy, en général, ça floppe. Et quand ça ne floppe pas, c'est qu'ils se dissocient. Et moi, je pense que c'est parce que, en général, les artistes de Bad Boy Records sont des artistes qui sont intégrés dans le cerveau de Diddy. C'est-à-dire que, en grande majeure partie du temps, leur DA, ce qu'ils sont artistiquement, c'est pas le talent, hein, je parle bien de ce qu'ils sont artistiquement, c'est quelque chose qui est venu du cerveau de Diddy, donc ils y reviennent toujours artistiquement. Et le deuxième point, c'est que comme Diddy, c'est un tyran, c'est-à-dire que c'est le gars qui te dit vous allez dormir à 2h du matin, tout le monde dort à 2h du matin, il vient dans vos chambres là, à 4h, il dit vous vous réveillez tous. That album reminds me of when Puff used to always threaten to send us home. Back to Atlanta. Send us back to Atlanta. If we didn't pull out a hit, you know, he was always like, y'all ready to go home? Y'all ready to go home? So that album really was like, you know, it was do or die. And it put that work ethic in us, you know. Bon, en fait, ça évite ce qui se passe souvent avec les groupes dès qu'ils partent, à savoir la discorde. Quand vous êtes tous traités, là, on vous fouette tous, et quand vous escroquez tous au même niveau, vous ne vous disputez pas trop. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais dès qu'effectivement vous avez la liberté de partir, comme eux, ils ont eu la liberté de partir et d'avoir la carrière qu'ils pouvaient avoir, ils sont retombés dans les travers et ils ont préféré perdre tous que de gagner un peu parce que ils n'ont, et c'est ça que je trouve toujours fascinant dans leur histoire, qu'un seul album à succès où ils ont vraiment récolté les fruits de leur labeur. Ils n'ont jamais pu se mettre en tête de se dire, bon, finalement, chez Bad Boy, on n'était pas bien payé, on vient d'avoir un album à succès, on peut essayer de continuer. Jamais ils ont pu se dire ça. Et c'est là où je trouve que, à la fois, être chez Bad Boy, certains peuvent dire que c'est une malédiction, mais peut-être que s'ils n'avaient pas été chez Bad Boy, ils auraient peut-être jamais eu de carrière, on ne les aurait jamais connus en fait. C'est-à-dire que selon la manière dont vous allez appréhender leur parcours, c'est une malédiction ou alors c'est une bénédiction. Mais je trouve que c'est symptomatique des artistes de Bad Boy Records. Au-delà du mysticisme dont certains parlent, ce sont des gens intégrés dans le cerveau de Diddy. Peaches and Cream par exemple. It's the D, the I, the D, the D. Qui malgré tout leur talent, n'en sortent quasiment jamais, y compris dans les relations personnelles, parce que je me suis souvent posé la question de savoir, ok, s'ils ont réussi à faire 3 albums chez Bad Boy, c'est parce qu'il y avait Diddy. Parce que j'imagine que si Diddy n'était même pas chez Bad Boy, peut-être qu'il n'aurait fait que 1 ou 2 albums, ils se seraient disputés et on n'aurait plus rien eu après. The group has gone solo, broken up, gone back together. People have their own projects. 112 performs with certain members on one show, certain other members on a different show. I understand there's certain legal things that are going on, so I know you can't speak on it fully. But if you were to tell me the overall reason why 112 broke up and where 112 is right now, what would that be? Well, it would be parallel to what happened in 2006. Guys wanted to do their own thing. I don't know how to make it even more sexier. So they wanted to do their own things and then felt like they can just come back together. I mean, I was blessed at that time because I personally never wanted to do a solo project ever. I was cool with being the lead singer of the strongest R&B male group of our era. No problem. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur la carrière des 112 dans l'historique de la malédiction autour de Bad Boy Records. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est un groupe maudit? Est-ce que pour vous, c'est un groupe que Diddy a finalement sauvé parce que c'est lui qui les a construits? Que pensez-vous de leur discographie? Moi, comme en général, je trouve que les albums de Bad Boy, en général, il y a très peu de déchets, en fait. 112 Part 3 et Pleasure and Pain sont mes préférés, mais il y a très peu de déchets. Hot and Wet est clairement le moins bon, parce qu'il n'est pas chez Diddy. Et je trouve que chez eux, le truc de DA est encore plus flagrant, parce que ce sont eux qui composent, en fait. C'est-à-dire que comme ce sont des paroliers, songwriters et tout, le fait que on puisse voir la différence
quand ils sont avec Diddy et quand ils sont pas avec Diddy, montre encore mieux que Bad Boy, c'était pas simplement un label, en fait. C'était vraiment un prisme mental, une manière de fonctionner sur lesquels il les a tous fixés et qui leur a à la fois permis d'avoir des carrières, lui, de s'enrichir parce que c'était son but aussi, et derrière, qui a laissé très peu de lest à ces différents personnages pour eux-mêmes s'insérer après dans l'industrie du disque. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la carrière de 112. Quelle est votre chanson préférée d'eux? Est-ce que vous les avez découverts avec Peaches and Cream? Que pensez-vous de l'idée d'avoir Slim comme lead singer alors que quasiment tous savent chanter et que ce sont d'excellents chanteurs? Pour le moment, aucun d'eux n'a accusé Diddy. Et comme vous le savez désormais, l'affaire Diddy va prendre du temps. On va avoir le procès en mai. Si d'ici là, il y a une accusation de l'un d'eux d'attouchement ou quoi que ce soit quand ils étaient jeunes, bien évidemment, je les posterai. Mais pour le moment, ça n'a pas été fait. Le procès de Diddy se tiendra en mai. On a vu que Kanye est un peu en train de venir à la rescousse de Diddy. On ne sait pas si c'est une bonne ou mauvaise chose pour le moment. On verra bien. Mais le prisme de cette vidéo, c'est de revenir sur la malédiction artistique du label Bad Boy Records. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ce que l'on voit n'existe pas? Comment se matérialise-t-elle? Et dans le cas des 112, est-ce que vous comprenez leur carrière? Est-ce que vous ne la comprenez pas? Dites-moi tout ce que vous pensez autour d'eux. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo.